Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. C'est Thomas à la présentation cette semaine. On revient avec, après ce début de Free Agency un peu en fanfare, on va dire, ou du moins au ralenti, qui est la Free Agency qui débute un peu comme l'été en France, qui prend son temps pour arriver tranquillement. Donc on a les signatures au compte-gouttes. Et pour m'accompagner sur cet épisode, j'ai Constant, un homme heureux, ou pas. Ouais, non, pas spécialement heureux. Non, ça peut être moins heureux qu'hier, mais plus que demain. Voilà, c'est le, c'est le Voilà. terme. Non, mais c'est vrai, ouais, le début de Free Agency plutôt calme, on va dire, mais en même temps, Adam Silver avec le nouveau CBA de dire oui, vous pouvez dialoguer avec vos propres free agents un jour après les finales. Bah du coup, tout ce qu'on était censé avoir le 1er juillet à minuit, les Nick Claxton, les OG Anunoby, les Pascal Siakam, bah, on les a eu avant. Et comme les équipes ont peur de perdre un second tour pour Drew Eubanks, elles ont bien attendu 3h30 du matin pour éviter de se faire taper dessus en termes de tempering pour les free agents qui Ouais. n'étaient pas des free agents de leur équipe. C'est ça. Tu as parlé d'Oji Anunoby, on va probablement débuter ce podcast avec lui, et notamment on va parler des Knicks, qui ont réalisé quand même deux moves assez importants avant le début de cette free agency. Mais avant ça, on vous rappelle deux choses. Dimanche, ce week-end, c'est important, allez voter, allez voter. Vous avez vu, C'est j'ai rien dit, important. parce que dans les commentaires, j'en ai vu 2-3. Vous avez vu, là, c'est pas moi, c'est pas moi. Là. Allez voter pour la démocratie, pour le respect entre guillemets de la République. On va pas en dire plus que ça. Et la deuxième chose, Dunk Hebdo recrute. Dunk Hebdo recrute. Donc si vous êtes, si vous avez, vous aimez l'NBA, vous êtes passionné par l'NBA, vous avez envie de discuter basket de façon hebdomadaire avec nous, donc n'hésitez pas à postuler à l'adresse dunkebdo@gmail.com. Voilà, pour les deux points, on peut se lancer directement dans le podcast. Comme ça te va? Ouais, alors on fait, petite précision aussi, vous l'avez peut-être vu dans le titre, mais on fait que la conférence Est pour cet épisode aussi. Oui, On fera la conférence Ouest c'est une ça. prochaine fois. Fan des Clippers, vous C'est ça, inquiétez pas, c'est on rapide. parlera un peu de vous, de toute façon, fan des Clippers, indirectement, mais fan des Clippers, fan d'OKC, des Lakers, ah bah non, fan des Warriors, on parlera de vous une prochaine fois. C'est ça. Donc oui, petit rappel, pour juste simplement pour préciser ce qu'a dit Constant, on va diviser cet épisode pour parler de l'intersaison et de la free agency en deux parties. Cette semaine, la conférence Est, et un petit peu plus tard, peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine, on parlera de la conférence Ouest quand il y aura le moratoire, la période du moratoire sera terminée et on aura des signatures concrètes avec qui va être intégré dans un signing trade, qui a signé pour telle exception et tout ça. On aura vraiment beaucoup plus de détails. Donc là, on est bon. On peut partir directement sur la conférence test et on a décidé de séparer cette conférence test en vraiment trois grosses parties. Et dans la première partie, on va parler un peu du Big Four et on va parler des Knicks qui ont été assez actifs un petit peu avant le début de cette free agency en réalisant deux gros coups. Le premier, en allant récupérer Mikal Bridges Mm. pour 5 tours de draft, ou un package énorme, même plus gros limite que celui qui a été récupéré pour Rudy Gobert. Mm. Et on a eu aussi la signature d'Oji Anunoby pour un contrat de 5 ans à environ 212 millions sur 5 ans. Donc on va dire que le chiffre brut représente un peu la fourchette haute. Par contre, quand on regarde le pourcentage du cap, voilà, c'est un contrat qui commence à partir de 26% du cap et qui va aller de façon dégressive par rapport, enfin, dans sa part dans le cap, tout simplement parce que le montant des augmentations annuelles du contrat de Gianni augmentera un peu moins vite que le cap. Voilà Mm. pour le côté financier. Parlons du sportif désormais. Constant, qu'as-tu pensé déjà de cette opération de Mikal Bridges, de voir arriver le coût et aussi le fit terrain? Ah bah c'est un énorme coup de la part des Knicks de toute façon. Oui, C'est la première fois en plus de 30 ans que les Knicks et les Nets font un deal. Bon, oui, c'est tombé pour Mikal Bridges. Bon alors par contre effectivement
On parlait déjà de la mafia CAA du côté d'Enix, mais là c'est la mafia Villanova, puisque alors là, Michael Bridges rejoint son copain Jalen Brunson, rejoint son copain Dante DiVincenzo et rejoint son copain Josh Hart, donc les quatre qui ont joué à la même fac en même temps du côté de Villanova, qui ont été double champions NCAA dans la fac. Donc au moins on peut dire, enfin les fans d'Enix peuvent se dire, on va reformer un quatuor qui a déjà été champion, donc peut-être qu'ils peuvent être effectivement champions NBA puisqu'ils ont été champions NCAA. Mais en termes de cours, il faut effectivement quand c'est énoncé, il y a 5 firsts, il y a 2 swaps, je crois. Enfin, il y a un package qui est très élevé. Mais pourquoi le package est très élevé? Aussi parce que l'apport terrain, l'apport sportif, l'apport en termes de joueurs est quasi nul du côté d'Enix. C'est-à-dire qu'ils envoient Bojan Bogdanovic, mais c'est tout. Et Bojan Bogdanovic était blessé en plus une partie de la saison et n'a pas du tout le même impact que ce que peut avoir Michael Bridges, en plus du fait que, comme Michael Bridges est sur un deal extrêmement friendly sur les 2 prochaines années, il prend 16% du cap cette année, il reprendra 16% l'été prochain, donc il a 2 ans, on va dire, clean dans les books, ou en tout cas très team friendly, et tu dois aussi payer cette plus-value-là. Donc oui, après sur l'apport terrain, moi je trouve que c'est un énorme apport dans le sens où on a vu, Boston a été champion et si tu te mets un peu dans l'optique d'être le Boston Killer, tu es obligé d'avoir des très gros défenseurs sur les ailes. Et du coup, la paire Michael Bridges, OG Anunoby, si les deux sont titulaires, c'est extrêmement qualitatif. En attaque, Michael Bridges, il a souvent été critiqué du côté des Nets parce qu'il évoluait dans un costume qui était trop grand pour lui. Là, potentiellement, il va passer 3e, 4e option, assez peu de responsabilités balle en main, peut-être un peu avec la seconde unit. Et il va surtout être dans un rôle de gros défenseur sur une point of attack sur lequel il avait un peu baissé l'an dernier défensivement du côté de Brooklyn de par ses responsabilités. Et voilà, il revient dans un rôle qui était un peu plus le sien du côté des Suns, en plus d'avoir une durabilité absolument exceptionnelle. Donc, comme les Knicks ont quelques soucis de blessure, c'est bien d'avoir Michael Bridges qui ne se blesse jamais, au moins ça t'apporte une garantie. Mais voilà, je trouve que c'est un très très gros coup du côté des Knicks. Et juste pour conclure, lorsque j'avais fait le post-mortem sur les Knicks, j'avais évoqué la théorie du trou de souris en disant qu'il manquait une pièce pour moi dans cet effectif. Je dis pas que Michael Bridges est la pièce, mais j'ai beaucoup plus il s'en rapproche. Ouais, il s'en rapproche. J'ai moins de difficultés à envisager les Knicks comme étant des contenders réellement crédibles avec l'arrivée de Michael Bridges. Oui, pour un peu rebondir sur ce que tu as dit, Constant, moi je trouve que dans le trade, en tout cas d'un point de vue assets qui ont bougé, il y a 2 pics qui partent pour la valeur du contrat et 3 autres qui partent pour la valeur du joueur, notamment par rapport à la concurrence de Houston. Et en fait, je pense que Houston avait quelque chose que ne pouvaient pas proposer les Knicks, c'est-à-dire de récupérer leur ancien pic. Donc c'est quelque chose que Houston avait et que les Knicks n'avaient pas. Donc ils ont été obligés de surpayer, je pense, en termes de volume de pic, puisque la valeur de leur pic avait moins de valeur pour Brooklyn qui lâche le joueur que ceux de Houston. Donc, je pense que c'est plus ça qui a joué. Il est assez d'accord avec toi pour le côté terrain, beaucoup de polyvalence. On voit que voilà, les ailiers défensifs, c'était les joueurs les plus prisés. On se souvient que Memphis avait proposé à la même trade deadline, ils en avaient proposé 4 pour Michael Bridges et 3 pour Giannobi, juste après quand ils étaient... Donc là, les Knicks arrivent à récupérer les deux. Et en fait, ce qui est intéressant pour ces Knicks-là, c'est que non seulement ça leur permet d'avoir des joueurs polyvalents qui peuvent accompagner Jalen Brunson, ils n'ont pas vraiment le déficit de taille, puisque ce sont des joueurs qui jouent beaucoup plus grands que leur taille et qui ont une envergure de bras assez démentielle. Et en fait, ce sont des joueurs que si tu les mettais sur le marché demain, soit tu peux acheter une superstar avec ces joueurs-là, soit tu peux récupérer des pics de draft aussi. Donc c'est vraiment un peu alors c'est vrai que que Michael Bridges soit vu comme la dernière pièce des Knicks, c'est-à-dire qu'ils ont accumulé énormément d'assets et c'est pas hyper sexy que ce soit lui, puisque quand tu envoies autant de pics, tu t'attends à avoir un joueur qui était All-Star ou All-NBA, ce qui n'a pas été le cas de Michael Bridges. Mais c'est vrai que la valeur du joueur comprend le terrain, la durabilité et le contrat, c'est un coût qui
qui est logique. Coup qui est un petit peu moins logique peut-être pour une partie des observateurs, puisqu'on a vu un peu des gens sur Twitter, en tout cas sur X, être assez étonnés par le montant pris par Oji Anunoby. Nous on s'attendait un petit peu à ça quand il est arrivé au Knicks. Oji Anunoby qui signe voilà un énorme contrat, un contrat à 9 chiffres qui commence par un 2 pour un joueur aussi qui n'a pas été qui n'a jamais été All-Star, qui aussi a pas mal de soucis de blessures. Qu'en penses-tu de ce deal pour Oji Anunoby, Constant? Là aussi, je vous renvoie au post-mortem sur les Knicks où j'avais dit attention les Knicks, il y a beaucoup de deals qui sont de très bonne qualité, avec le deal de Jalen Brunson, le deal de Donte DiVincenzo, le deal de Miles Bridges. D'ailleurs, on n'en a pas parlé ça, mais sur le trade de Mikal Bridges, attention aussi parce que ça a hardcapé les Knicks au niveau de la première apron parce qu'ils reçoivent plus de salaire que ce qu'ils envoient. Donc peut-être que, comme le deal n'est pas encore effectué, peut-être que j'ai vu quelques rumeurs, à voir si elles sont réelles ou pas, mais où les Knicks pourraient envoyer Miles Bridges finalement dans le deal pour Mikal Bridges, histoire d'avoir autant de salaire que, pour recevoir autant de salaire que ce qu'ils envoient et ne pas être hardcapé au niveau de la première apron. Donc attention, le trade n'est pas encore complété, donc tu pourrais avoir une perte sportive qui pourrait remettre un petit peu en contexte ou donner un petit arrière-goût, dire en fait c'était pas si bien que ce que ça a été annoncé. Sachant que si ils décident d'agréger, du coup d'envoyer un joueur en plus, ils sont hors-capés à la seconde apron. Oui, voilà. Tout à fait. Mais vous allez voir, de toute façon, la première, la first apron, déjà, Tom, vous avez fait des podcasts il y a de ça un an. C'est pas ceux qui ont été les plus écoutés, alors que c'était les plus importants de tous les podcasts Dunk Hebdo, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Rob Pelinka, nous sommes dans le monde du cap, de la seconde apron. Donc voilà, c'est très important. Mais sur le deal de Oji Anunoby, j'avais dit effectivement, j'avais peur que le deal commence aux alentours de 25% du cap. C'est à peu près ça finalement, et je trouve que c'est un deal qui était nécessaire dans le sens où les Knicks ne pouvaient pas se permettre de perdre Oji Anunoby vu ce qu'ils avaient envoyé pour le récupérer. C'est-à-dire que tu as cette problématique que n'ont pas eu, je pense, les Pacers avec Pascal Siakam, parce que je pense qu'il y avait moins potentiellement de courtisans pour Pascal Siakam que pour Oji Anunoby. Mais quand tu envoies Emmanuel Quickley, quand tu envoies RJ Barrett et quand tu envoies un first, il me semble, tu te dois absolument de conserver Oji Anunoby, et surtout lorsque tu as des velléités d'être contender. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire on joue le titre tout en disant non, Oji Anunoby demande trop d'argent, donc je vais le laisser partir gratuitement. Donc les Knicks étaient un peu contraints d'accepter l'offre quelle qu'elle fut de Oji Anunoby. Après, ils ont vraiment donné tout le package. C'est-à-dire que player option sur la dernière année, 15% de trade bonus, 26% du cap. Voilà, je trouve que je ne sais plus quel insider avait tweeté que Oji Anunoby laissait 40 millions du max. Moi, je me dis 40 millions du max. J'aurais formulé ça d'une manière différente. C'est pas qu'il laisse 40 millions du max, c'est qu'il prend quand même 212 millions sur 5 ans, ce qui est déjà une belle offre, une bonne grosse offre. Donc les Knicks étaient obligés, de toute façon. On a vu la qualité de ce roster des Knicks lorsque Oji Anunoby, Julius Randle et Jalen Brunson étaient sur le parquet en même temps. L'incroyable bilan qu'avaient les Knicks lorsque les trois étaient sur le parquet en même temps. Je pense que les Knicks arriveront à compenser le trop-plein, entre guillemets, de salaire que tu donnes à Oji Anunoby par l'extension de Jalen Brunson. J'ai de plus en plus l'impression qu'il va signer l'extension dès cet été au lieu d'attendre un an et du coup de laisser quelque chose comme 80-90 millions de dollars sur la table. Donc ça peut équilibrer les salaires. J'attends de voir, mais bon, Jalen Brunson m'a l'air d'être... s'il y en a un sur lequel je devais mettre une pièce pour faire une discount comme ça pourrait être potentiellement Jalen Brunson. Puis bon, comme c'est SIA, écoute, ils le paieront en endorsement deal. Je sais pas, ils lui feront signer un deal en sous-main pour récupérer les 80 millions. Mais toujours est-il, sur la signature de Oji Anunoby, très honnêtement, moi je trouve que c'est un montant qui est très élevé, 26% du cap, c'est quasi un salaire de All-Star, et pas de All-Star occasionnel, mais avec ce que tu avais envoyé, tu ne pouvais pas le laisser partir contre rien, donc tu étais obligé d'accepter son offre. Après, il y a la valeur du marché, tu vois, par exemple, Oji Anunoby, demain, s'il le met sur le marché en décembre, ils auront des gens qui vont donner des tours de draft pour le récupérer. Parce que la valeur du profil, c'est un profil extrêmement rare qui te permet d'avoir non seulement de la polyvalence défensive, mais qui te permet offensivement aussi de pouvoir faire des choses assez intéressantes, puisqu'il peut jouer en poste 5. C'est quelqu'un qui est un bon tireur à 3 points, notamment dans les coins. Donc c'est vraiment
un joueur, voilà, c'est la valeur de ce profil-là, des joueurs comme Giannobi, il y en a très peu, en tout cas dans la ligue. Aujourd'hui, il y en a aucun qui est disponible. Ouais. Il y en a aucun, tout le monde cherche ça, et il y a personne qui est disponible. Ouais. Et puis aussi capacité d'être un ailier mais surdimensionné. C'est-à-dire que OG Anunoby, tu peux le mettre potentiellement avec ce qui pourrait se passer avec Julius Randle. On sait pas trop. Il y a quelques incertitudes au niveau de son extension. Ça peut être, tu peux le décaler au poste 4 et du coup remettre Michael Bridges au poste 3 et Dante DiVincenzo au poste 2 si tu venais à trader Julius Randle. Donc cette capacité à être un ailier surdimensionné, surathlétique et ça aussi, c'est un truc que j'aime bien du côté des Knicks. On l'avait mentionné. Alors forcément, il y avait eu les blessures qui n'avaient pas aidé, mais sur le run de playoff, il y avait Jalen Brunson qui créait du chaos via son dribble. Il y avait OG Anunoby un tout petit peu, et derrière, il y avait rien. Et là, je trouve que déjà avec le retour de Julius Randle et même avec l'arrivée de Michael Bridges, en fait, tu peux avoir 4 joueurs qui sont capables de créer du danger via le dribble. Et je trouve que Même DiVincenzo, au final, qui a eu ce rôle-là au fur et à mesure que les joueurs tombaient du côté des Knicks. DiVincenzo, au fur et à mesure, il a augmenté son taux d'usage en prenant des tirs balles en main et plus en étant un joueur de catch and shoot. Ouais, donc encore une fois, si on retient les enseignements de Boston, où globalement, allez, t'avais quasiment, la quasi-intégralité du starting five quand il y a Porzingis est capable de créer du danger via le dribble, et ben ils partent sur ce modèle-là, et je trouve que ça va renforcer l'attaque des Knicks qui patinait un peu durant certains stretches de saison régulière, voire même en playoff, tout en gardant une défense élite et même en rajoutant des profils qui sont très bons défensivement. Donc en tout cas, les Knicks ont pu ajouter ces deux joueurs-là juste avant le début de la free agency, mais qui ont quand même perdu une pièce importante. Donc on en parlera un petit peu plus en détail à l'Ouest. Donc effectivement, au moment où on enregistre Isaiah Hartenstein qui est parti du côté du Thunder d'Oklahoma City pour un contrat bien supérieur à ce que pouvaient lui offrir les Knicks, pour un contrat bien supérieur à ce que pouvaient lui offrir les Knicks. Et les Knicks qui se retrouvent avec un trou béant au niveau du poste de pivot, puisque au final, Mitchell Robinson, il a pas mal de problèmes de blessure, même si c'est lui le titulaire attitré de cette équipe. C'est Hartenstein qui a joué toute la campagne de playoff, qui a aussi bien été utile par toute sa polyvalence. Et la problématique, c'est que non seulement tu perds le backup qui pouvait jouer titulaire, mais tu as un titulaire qui se blesse souvent. Donc au final, tu vas peut-être obligé de faire du Anunoby au poste 5, Julius Randle, on verra comment ça se passe. Mais les Knicks se retrouvent avec une problématique, parce qu'ils ont aussi dû renoncer au capot de Precious Achiuwa, puisque effectivement, dans le deal potentiellement pour Michael Bridges, on va parler un peu, ça fait un peu des maths, mais dans le deal pour Michael Bridges, vu qu'ils se sont handicapés à la prendre, comme on disait lors du podcast l'année dernière, à partir du moment où tu es handicapé, tout ce qui peut rentrer dans ton salary cap compte en dessous. Donc, là, les Capold et de Precious Achiuwa te faisaient passer au-dessus, donc du coup, tu as été obligé de le rendre agent libre non restreint. Pour l'instant, en tout cas, on verra comment ça se passe et s'ils arrivent à passer peut-être au-dessus de la première, si finalement ils arrivent à envoyer un petit peu plus de salaire et à agréger des joueurs, la limite qui ne pourra pas dépasser sera un petit peu plus haute, ce qui leur permettra peut-être de pouvoir recruter un pivot, puisque au final, en termes de remplacement, on a vu que le marché des pivots, même s'il n'y avait pas beaucoup de joueurs, il y avait pas mal de joueurs au minimum, le marché des pivots ça me nuise petit à petit en termes d'options. Donc, ils ont quand même un trou à ce poste-là, parce qu'il faut même s'ils ont Jericho Sims à l'intérieur du roster, ils n'ont pas pris de pivot à la draft. Et surtout, le joueur qu'ils vont devoir récupérer, il faut qu'il soit assez bon pour pouvoir engranger des minutes en tant que titulaire, vu le rôle qu'avait Isaiah Hartenstein et la propension à se blesser de Mitchell Robinson. Oui, c'est ça. Et puis, tu as parlé du fait que les pivots, ça me nuisait. C'est normal, Orlando a piqué la moitié des pivots qui étaient disponibles sur le marché des free agents. On parlera après d'Orlando. En même temps, la moitié des pivots étaient déjà chez eux, donc forcément, ils ont récupéré. Mais sur cette histoire d'Yannick, je trouve que
parlera d'OKC plus tard. Je pense qu'il y a un podcast We Are Thunder, si vous voulez écouter, qui sera sorti ou qui va sortir au moment où vous écouterez, où on parle de l'arrivée d'Hartenstein. C'est plus une perte pour les Knicks qu'un ajout pour le Thunder. Dans le sens où il y a effectivement les problèmes de blessure de Mitchell Robinson. Déjà, c'est un premier point, mais c'est surtout le skill set d'Isaiah Hartenstein est un skill set qui est très difficile à retrouver parmi les pivots et qui ne colle pas du tout avec celui de Mitchell Robinson. Ce qui était intéressant avec les Knicks, c'était que la paire de pivots Hartenstein-Mitchell Robinson était très complémentaire en termes de skill set. On avait un qui était beaucoup plus passeur, beaucoup plus sur de la défense en drop, sur de la défense en edge, qui était bien plus intéressant offensivement, là où Mitchell Robinson était une machine à rebond offensif et un bon protecteur de cercle. Bien sûr, Hartenstein est un protecteur de cercle positif, même si selon moi il bénéficie quand même grandement du contexte collectif pour amplifier sa bonne protection de cercle. Là, le problème, c'est que tu perds un skill set qui est très rare chez les intérieurs, que tu ne peux pas retrouver chez un intérieur que tu signes au minimum vétéran, alors que les skill sets de Mitchell Robinson, potentiellement, tu peux les trouver chez un pivot qui coûte moins cher parce que le skill set est moins rare. Et en fait, tu n'as pas d'alternative. Donc, même si tu pars sur Jerry Comsis, déjà, il faut pallier le fait que Mitchell Robinson risque de se blesser parce qu'il fait jamais une saison complète en santé. Mais dans ce cas-là, tu arrives sur du très léger. Donc, peut-être décaler potentiellement, comme tu l'as dit, juste Randle au poste 5. Après, on a vu que si tu viens concurrencer Boston, peut-être qu'un pivot dominant, ou en tout cas d'avoir 48 minutes extraordinaires de protection de cercle, c'est pas forcément ce que tu as envie. Tu as peut-être envie d'avoir un 4 que tu peux décaler en 5, plutôt polyvalent, qui peut sortir au large, potentiellement. Hein. Mais oui, pour moi, ils ont une énorme perte et qui va être difficile de compenser. Alors, j'ai lu de ci, de là, ça parlait par exemple de Walker Kessler, qui potentiellement serait disponible du côté de Utah, qui est du coup sous un deal rookie, donc très peu d'argent, il me semble qu'il prend moins de 3 millions, donc au niveau des salaires et au niveau d'éviter la première apron, tu peux te débrouiller, mais Utah a déjà pléthore de joueurs jeunes, tu n'as plus énormément de premier tour tradable du côté des Knicks, donc il va falloir taper dans du sportif, donc potentiellement dans du Miles McBride, ou alors sacrifier tout ce qui te reste de tour de draft. Et encore une fois, si tu fais Walker Kessler, protecteur de cercle élite, hein, mais en termes de skill set, c'est le même que celui de Mitchell Robinson, et la paire d'Isaiah Hartenstein et tout ce qu'il a amené, notamment le jeu à deux avec Jalen Brunson, tu ne le retrouveras pas, même si tu arrives à prendre Kessler ou si tu arrives à prendre un pivot à 5 minutes. C'est ça. Autre joueur qui avait été évoqué pour eux, potentiellement Nick Richards. Ouais. On verra. Après, ce sont des options moindres, encore une fois, que par rapport à la perte d'Hartenstein. Dernière question pour les Knicks, parce que je vois que le chrono avance, on est déjà une vingtaine de minutes sur les Knicks uniquement. Pour toi, est-ce que ce sont des contenders? Avec les ajouts qu'ils ont fait, malgré la perte d'Hartenstein. On fera l'épisode fenêtre de titre, mais est-ce qu'il faut... En fait, pour moi, ils sont... J'en avais parlé dans le précédent épisode, pour moi, ils se dessinent un espèce de chapeau 1 où il y a Boston, après chapeau 2 où il y a 7 ou 8 équipes. Et les Knicks en font partie. Enfin, 7 ou 8 équipes Est-Ouest. Hein. Cassure, hein. Mais oui. Je trouve qu'il y a quand même une cassure, mais oui, on y reviendra peut-être un petit peu après. On a parlé des Knicks, on va parler du premier vraiment gros domino de cette free agency, puisque là on a parlé essentiellement de ce qui s'est passé un petit peu avant avec les Knicks. On va parler des Philadelphia 76ers avec un Daryl Morey qui a fait du Daryl Morey. A réussi à mener à bien son plan, hein, à créer le cap space et à récupérer le joueur majeur d'une équipe dont il a récupéré des pics encore une fois. Donc voilà, il fait un double le mec il a fait très très fort. Donc vous avez pu comprendre, on va parler de l'arrivée de Paul George du côté des Sixers. Que penses-tu, Constant, de cette arrivée de Paul George, joueur que tu as beaucoup connu, avec lequel tu es lié, hein, qui est ici aussi lié à Paul George, joueur qui a quand même marqué, dont le départ a peut-être fait plus de bien que de mal au final. Tout comme ce fameux shoot de Lillard. Que penses-tu de cette arrivée à Philadelphie? Est-ce que tu y croyais déjà? Et que penses-tu maintenant que c'est fait? Ah ouais, non mais là, ce qui est bien, c'est que Paul George, même 5 ans après son départ d'OKC, il continue de faire des cadeaux au KC. Parce que là, franchement, partir en sec aux Clippers, des Clippers, dire, vous savez quoi, vous aurez rien, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse faire au KC, parce que ça rend encore meilleur les pics des Clippers qui appartiennent à OKC. Je rappelle, il y a un swap en 2025, il y a un first round unprotected en 2026 et il y a un swap unprotected en 2027. Donc OKC se frotte un peu les mains du départ de Paul George.
Mais après, est-ce que j'y croyais? Rappelle-toi, on en avait souvent parlé. Toi, tu étais plutôt très sceptique sur les C'est ça. réelles velléités de Paul George de signer aux C'est ça. Sixers. Moi, j'étais Pour mitigé. donner, voilà, pour donner un peu de contexte, moi je pensais concrètement que Paul George bluffait littéralement et qui faisait le maximum, enfin qui se servait de Philadelphie comme levier pour pouvoir obtenir une no trade clause de la part des Clippers pour ne pas se faire Blake Griffiner, c'est-à-dire signer un gros contrat avec les Clippers et se faire échanger dans une autre franchise 6 mois après ou 3 mois après, vu que si le projet battait de l'aile, James Harden a moins de valeur que lui, Kawhi Leonard a moins de valeur pour notre équipe que lui, donc ce serait lui le premier joueur qui était échangé, tout simplement parce que c'est lui qui aurait pu générer la plus grosse valeur de trade. Voilà. Voilà. Moi, enfin, quand on avait vu là sur le plateau d'ESPN ou TNT, quand il y avait Paul George et Embiid durant les finales NBA, ça faisait des clins d'œil. Je me disais bon, ouais, quand même. Et à un moment, on a eu une notif de Vosges ou de Shams, je me rappelle plus, disant que les Sixers avaient perdu tout intérêt pour Paul George et qu'ils passaient sur d'autres cibles. Oui. Du coup là, je me suis dit, bah ok, c'est fini en fait. C'était que un levier effectivement, et il va partir. Soit il va prolonger, parce que à partir du moment où les Sixers pour moi n'avaient plus d'intérêt, je voyais qu'une prolongation du côté de Paul George aux Clippers. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. On en parlera plus en détail quand on évoquera le cas des Clippers, c'est aussi le cas des Warriors. Mais il y a eu plein d'incertitudes sur le opt-in. Donc Paul George qui active sa player option pour se faire échanger, ce qu'avait notamment fait James Harden aussi du côté de Philadelphie pour aller aux Clippers. Finalement, il part en sec, c'est un énorme coup, comme tu l'as dit de la part de Daryl Morey, un énorme coup qui ne se fait pas sans lâcher, encore une fois, la quasi-intégralité, enfin, sans céder à la quasi-intégralité des demandes de Paul George. C'est-à-dire que c'est 4 ans au max, ce que ne voulait pas, enfin 4 ans au max de ce que Philadelphie pouvait lui proposer, pas de ce que les Clippers pouvaient lui proposer, mais 4 ans au max avec une player option sur la dernière année. Et il me semble avoir lu, je crois que c'est dans l'article de Ramona Shelburne, que c'est le 3e joueur de plus de 34 ans après LeBron et Curry à prendre un max. En termes d'années et en termes de montant. Donc voilà, c'est un moment historique. Est-ce que Paul George mérite le même traitement que Stephen Curry et LeBron James, à savoir de prendre le max sur la durée et le max en termes d'argent? Je sais pas, reste à savoir. Toujours est-il que si Philadelphie le voulait, ils étaient obligés de faire ça parce que ce qui clochait ou ce qui a posé problème avec les Clippers, c'était cette fameuse 4e année sur le contrat de Paul George, là où il en proposait 3. Donc ils étaient obligés de donner la 4e année et de toute façon, s'ils ne faisaient pas Paul George, ils avaient aucun joueur qui pouvait remplacer ou pallier la perte de Paul George, même avec leur cap space. Donc, encore une fois, ils se sont retrouvés pieds et poings liés. Donc, sur l'arrivée de Paul George à Philly, c'est énorme. Tu remplaces Tobias Harris par Paul George, quasiment en sec. Donc, forcément, c'est une énorme arrivée. Et quand on parlera juste après là, des autres arrivées, ça permet à Philadelphie de se reclasser, de se repositionner potentiellement dans ce fameux top 4 de la conférence S et de dire, dans notre division, certes, il y a Boston et certes, il y a les Knicks, mais on va être une équipe sur laquelle il faut compter. Et le trio Tyrese Maxey, Paul George et Joel Embiid, c'est un trio qui est extrêmement qualitatif et extrêmement complémentaire. Il faut donner du crédit vraiment à Daryl Morey, parce qu'on se souvient la situation dans laquelle il est arrivé. Finalement, il a été critiqué, mais finalement, il a pris la bonne décision pour Ben Simmons, il a pris la bonne décision pour James Harden, et ça les a amenés ici, quoi. Même donc, pour Maxey. Voilà, il avait son plan, et Maxey aussi. Il avait son plan était, on va dire, assez utopique. Il y a cru, il s'est accroché, et finalement, tu vois, il a gardé cette notion de cap space, et finalement, il a réussi à obtenir ce qu'il voulait. Donc voilà, il a pris des risques, il a été récompensé. C'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer, puisque c'est quelque chose qui avait très peu de chances d'arriver. Il y a cru, ça a marché. Bingo. Autre arrivée en dehors de celle de Paul George, retour. Il y a l'arrivée aussi de Drummond. On a le retour de Kelly Oubre. Donc, que penses-tu de ces signatures périphériques qui viennent compléter le trio? Alors moi, je pense que Daryl Morey, il connaît que 17 joueurs en NBA qui tournent avec les mêmes.
C'est-à-dire que Drummond, il revient, il a fait revenir Eric Gordon. Daryl Morey, il connaît 15 joueurs et il fait je vais le prendre. Donc Daniel House, je pense qu'il va pas tarder à revenir aussi, surtout qu'il a déjà joué, il me semble, à Philly lorsque Daryl Morey était GM. Donc je pense qu'il va pas tarder à revenir. Je surveillerai Gerald Green aussi. Je pense qu'il va pas tarder à revenir aussi. Peut-être que Néné sera dans le package. Non, mais blague à part, non, on va dire que c'est maîtrisé. Je pense que de toute façon, là, ils ont combien? Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont 8 joueurs sous roster. Philly. Donc, c'est un été qui est loin d'être terminé. Ils ont fait la majeure partie de leurs transactions, même si finalement, l'arrivée d'André Drummond peut potentiellement poser un point d'interrogation sur Paul Reed. Paul Reed, on sait qu'il y a un contrat qui n'est pas totalement garanti, qui n'a pas donné franchement satisfaction lors de la campagne de playoff face aux Knicks. Potentiellement essayer de trouver un joueur, peut-être en mettant, je sais pas, Ricky Council, le salaire de Ricky Council à 9-10 millions qui pourrait être impactant en sortie de banc et qui pourrait l'être sur un autre poste. Même si finalement ils vont se retrouver dans une situation assez extrême dans le sens où ils vont avoir 3 joueurs au max et que des joueurs en dessous de la room, je pense même. Hormis s'ils font Lauri Markkanen, il y a quelques rumeurs, mais financièrement, ça va devenir très compliqué de faire Markkanen et de le prolonger. Ça ressemble plus à une location d'1 an que vraiment à une construction autour des 4. Donc oui, non, c'est un gros coup du côté de Philadelphie. Même s'ils ont perdu des joueurs dont il faut pas négliger le départ, je pense que un joueur comme D'Anthony Melton, alors oui, ils ont drafté Jared McCain, mais Melton, certes, qui a été blessé, mais qui avait un apport qui était quand même très bénéfique. La perte de Nicolas Batum, qui est retourné du côté de Los Angeles, c'est une perte que tu vas difficilement compenser, non négligeable bien sûr en sortie de banc. Il va falloir, t'as pas George, il va falloir trouver l'ailier en sortie de banc qui aurait pu avoir le même apport que Batum, mais ça tu vas pas forcément le trouver. Je suis agréablement surpris qu'ils aient réussi à prolonger Kelly Oubre, même si finalement il y a une player option c'est un contrat de 2 ans avec une player option sur la dernière année, donc c'est plus on te donne 1 an. Mais je pense que c'était un joueur qui a fait une de ses meilleures saisons en termes d'intégration dans le collectif à Philly l'an dernier, et la possibilité de le garder, c'est vraiment un ajout. Et au moins, il garde une espèce d'ossature autour de certains joueurs de l'an dernier, autres que juste Joel Embiid et Tyrese Maxey. Après, c'est ça, pour les signatures de Oubre ou Drummond, ça peut être soit du cap space, soit une des exceptions. Ouais. Par exemple, si ils peuvent monter un sign and trade et le contrat de Drummond, par exemple, il peut rentrer dans la taxpayer MLE. Si jamais ils font tout en sign and trade pour rester entre guillemets au-dessus du cap, ou sinon l'ingérer dans une trade exception, quelque chose comme ça. Et celui de Doubré, lui, potentiellement, il peut fitter dans la room si jamais il décide de rester en dessous du cap. Donc voilà, c'est pour ça qu'on attend le moratorium pour savoir qui a signé vraiment avec quoi. Et sachant que Kelly Oubre, comme tu disais, c'est un 1+1 avec une player option, sachant qu'il a déjà une première année, il a fait une première année l'année dernière, donc il a les Early Bird, donc il peut se donner le choix de soit re-signer avec les Early Bird dès l'an prochain en contrat plus long de 4 ans, ou soit d'attendre d'avoir 3 ans pour après signer avec les Bird Rights. Donc voilà, c'est vraiment, il y a vraiment une notion de grande flexibilité. Mais c'est vrai que cet effectif-là, je trouve qu'il peut il peut manquer je pense, un défenseur sur le point d'attaque. Ouais. Je pense qu'il manque un peu ça, et un défenseur à l'aile pour vraiment pour les gros ailiers de la conférence, puisque bon, Kelly Oubre, on l'a vu assez souvent sur le point d'attaque, notamment face à Brunson, même si il se faisait un peu cuisiner. Un peu beaucoup. Il se faisait un peu cuisiner, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est plus à l'aise sur les joueurs vifs que sur les ailiers un peu plus puissants. Donc il va peut-être manquer peut-être un joueur de force à l'aile, puisque voilà, Paul George, dans l'un de ses podcasts, il était revenu notamment lors du trade de James Harden, sur le fait que voilà, il leur avait enlevé des soldats et qu'ils étaient obligés de faire le sale boulot entre guillemets. Et je pense pas que Paul George a envie de devoir se taper du Jaylen Brown, du Jason Tatum. Aussi, ce serait bien d'avoir un ailier supplémentaire à côté de lui qui ferait le sale boulot entre guillemets, vraiment le sale boulot entre guillemets, et qui pourrait lui permettre de s'économiser pour donner un coup de punch offensif. Donc, ouais, c'est cette équipe des Sixers, en tout cas l'ossature est vraiment très sexy.
eux aussi, on les range vraiment dans le premier chapeau, hein, là, avec ce qu'ils ont réussi à faire dans cette intersaison. Ouais. L'effectif n'est pas encore terminé, mais voilà, c'est arrangé dans le premier chapeau. Ouais, arrangé dans le premier chapeau, mais premier chapeau, allez, on va dire si à moins, tu vois, parce que la rotation à 8 sera quand même moins de qualité que celle des Knicks, par exemple. C'est vraiment sur le star talent de tes trois joueurs, quoi. Oui, Sur Maxi, sur Embiid et sur Paul George. Souligner aussi que du coup Tyrese Maxey a signé un max. C'est quand même le oui, cinquième joueur. Allez, 4,5 parce que Desmond Bane c'est des bonus, donc mais des bonus qui pourraient l'amener au max. Mais allez, c'est le quatrième et demi joueur de la QV 2020 à signer un max. Pour une QV qui était censée être faible, t'as 4 joueurs et demi au max, plus le contrat de Devin Vassell qui est déjà bien costaud. Et bah, finalement, on était sur une QV en termes de guard de très très grande qualité entre Maxi, Haliburton, Anthony Edwards, Desmond Bane, arrière Ellie entre guillemets, mais en tout cas sur le backcourt, très qualitatif. Mais ouais, à moins parce que la rotation à 8 m'inquiète un petit peu quand même. Euh, et aussi cette problématique de est-ce que, enfin, on est obligé de le citer, est-ce que Paul George et Joel Embiid sont capables de faire une régulière à 75 matchs ou à 70 matchs, plus une campagne de playoff entièrement en c'est sûr. santé? Ça, je sais pas. Ça, c'est une vraie Oui. incertitude. Et là, la façon dont l'effectif est constitué, ils auront besoin d'eux, puisque là, ils devront, enfin, visiblement, hein, vu ce qu'ils ont pu déjà utiliser comme arme pour se renforcer, là, ils seront réduits potentiellement uniquement à des contrats minimums Ouais. pour compléter l'effectif. Donc, voilà, donc il faudra pas que Embiid soit absent longtemps, même si, voilà, la récupération d'André Drummond te donne un plafond, enfin un plancher, entre guillemets, un plancher minimum pour quand Embiid ne sera pas là. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui, je pense, hein, peut décemment viser l'avantage du terrain. Ouais, et puis t'as ce truc enfin, l'an dernier avec Philly et même l'année précédente avec Harden, t'avais ce côté, si Embiid Oui, était absent, t'en avais que un qui pouvait prendre la charge oui, offensive et encore c'était oui, Tyrese Maxey ou c'était James Harden un peu diminué. Là pour le coup, si Joel Embiid est absent, t'en as deux qui peuvent prendre une responsabilité offensive ou même si Paul George se blesse, bah, t'as toujours effectivement. le duo Maxey Embiid. C'est plus complémentaire, mais par contre en termes de ce qu'il y a derrière, tu seras plus limité que l'an dernier où t'avais quand même Kyle Lowry qui était intéressant, où tu avais Melton lorsqu'il jouait, tu avais Covington, Batum. Je pense que l'effectif sera moins deep et moins qualitatif au niveau des roleplayers. Carrément, littéralement. Troisième équipe qu'on va aborder dans ce podcast. Encore une équipe de la division Atlantique, hein. Décidément, Petite la division division. Atlantique, petite division pas très costaud du tout. Le champion en titre, les Boston Celtics, qui, alors, deux grosses nouvelles, hein. La franchise est visiblement à vendre et des gros contrats sont signés, des gros contrats sont signés, hein, puisque on parle de l'extension au Supermax de Jason Tatum qui prend à peu près le même contrat, enfin le même type de contrat qu'a eu Jaylen Brown la saison dernière, mais qui commencera lui la saison prochaine. Mm. Et on a Derrick White qui a été aussi prolongé pour 4 ans, pour 125 millions à peu près. Ouais. Donc voilà. Donc des role-players de luxe prolongés à des prix de role-players de luxe et un franchise player prolongé à un prix de franchise player. Ah ouais. Pas d'économie faite sur les role-players, pas d'économie faite sur le franchise player, mais du coup Boston va aussi avoir son lot de problèmes financiers à régler. Mais bon, en vrai, ils jouent le titre, ils font pas comme Denver, ils se disent pas on va faire une dynastie, ils essaient de gagner ce qui est devant eux. Ils ont dominé les playoffs la semaine dernière, ils jouent leur repeat. Et voilà quoi. Donc je pense que c'était des décisions assez. Ils font un run it back. Mm. Ah oui, ils font même un run it back au sein de leur role-player. C'est-à-dire que même Oui, les Xavier Tillman, les Nimaskita, les Luke Cornett, oui, ils sont tous revenus, quoi. Ils font vraiment oui, revenir tout le monde. oui. Il me semble parmi les. Il y a que O'Shea Brissett, et Svi Michael Liu qui me semble c'est les deux seuls qui étaient un tout petit peu dans la rotation, qui n'ont pas encore été prolongés. À voir Et aussi. Sam Hauser aussi qui, Sam Hauser aussi qui pourrait avoir un contrat un peu comme Pritchard. Isaiah Joe Ouais, et Et justement, je oui, trouve que c'est intéressant dans le sens où ils ont activé la team option de Sam Hauser qui est éligible à une extension. Mais avec le pick 30, ils ont oui, drafté Baylor Shireman. Alors je vous laisserai regarder Baylor Shireman. Il ressemble vraiment à, on le dirait tout droit, sorti d'un épisode d'Alerte Malibu.
Ça fait vraiment de blonds, cheveux longs, bouclés, on dirait vraiment David Hasselhoff, mais qui est un peu dans le même profil que Sam Hauser. Donc si potentiellement Sam Hauser commence à coûter trop cher, tu peux repartir sur juste le shooter off ball, hein, parce que globalement c'est ce qu'est Sam Hauser. Oui, bah Mais sinon, avoir les deux. ouais, à voir. C'est intéressant, hein. Je pense t'as jamais assez de shooters dans un five out, hein, globalement, et t'as jamais assez de shooters. Ça c'est pour OKC. Avec le five out, non, bref. Non, mais toujours est-il que moi, alors, bien sûr, c'est indexé sur c'est toujours indexé sur le cap, hein. Mais de voir que Jason Tatum en 2029-2030 prendra 71 millions de dollars. Oui. Les montants sont astronomiques. Ils sont astronomiques. Globalement, la ligue perd pas d'argent. Enfin, les équipes perdent pas d'argent. Hein. C'est ce qu'elles touchent de droits de télé, etc. Mais on arrive sur des montants qui sont extrêmement élevés. Et après, Boston a eu, entre guillemets, eu cette optique, comme tu l'as dit, de dire non, mais nous, on joue le repeat, on garde tout le monde. Peu importe ce que ça coûte, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Bon, après, ça n'a pas empêché le proprio de dire ouh là 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 là, c'est quoi la luxury tax qu'on va se prendre là dans les années à venir? Ma franchise est à vendre. Par contre, je garde le contrôle pendant 3 ans, mais vous me payez maintenant. Hein, quand même, il nous fait une Glenn Taylor, effectivement, comme on a dit en off. Mais non, du côté de Boston, c'est normal, entre guillemets, de faire ça. C'est que t'étais obligé, tu pouvais pas faire autrement. Et de toute façon, que ce soit Jason Tatum ou que ce soit Derrick White, c'est des contrats qui sont entre guillemets logiques au vu de leur rendement. Tatum, c'est un joueur top 10 des H20, spoiler alerte, il est payé comme une superstar. Derrick White, c'est le meilleur role player et je trouve que finalement il est tellement fort que c'est même plus qu'un role player. Donc il est payé comme ça. Je pense juste que globalement, sur Derrick White, on en parlera peut-être après lorsqu'on évoquera Orlando, mais il va servir un peu de maître étalon pour Jalen Suggs et pour Alex Caruso, je pense. Si Alex Caruso ne signe pas d'extension du côté de Casey, de dire le 120 sur 4 pour les arrières un peu qui sont capables de passer, qui sont capables de tirer, de porter la balle. Je pense surtout, Caruso c'est différent parce qu'il peut signer une extension, mais pour l'extension rookie de Jalen Suggs, je pense qu'il va servir un peu de maître étalon, en tout cas de tranche de négociation. Oui, clairement. Clairement, je pense qu'effectivement, ça va être un joueur qui sera ciblé, puisque voilà, Derrick White, c'est un peu on va dire, ce serait le joueur ultime que deviendrait potentiellement Jalen Suggs par rapport à ce qu'il a déjà montré, hein, quand on voit ses progrès, notamment sur le tir à 3 points et à quel point il est fort sur la défense on-ball, la navigation sur les écrans et la capacité à générer du playmaking défensif sur le. D'ailleurs, petite question par rapport aux Celtics. Kristaps Porzingis qui va être blessé, justement qui s'est fait opérer, qui risque de manquer une bonne partie de la saison prochaine. Penses-tu qu'ils vont essayer de faire un move, peut-être, alors peut-être pas à l'intersaison, hein, mais penses-tu qu'ils vont essayer? Moi, j'étais surpris, par exemple, pour Xavier Tillman, ils n'ont pas annoncé de montant. Généralement, quand il n'y a pas de montant annoncé, c'est que le joueur signe au minimum. Je me suis dit, comme ils sont dans la seconde apron, potentiellement, ils auraient peut-être essayé de lui donner genre 10 millions sur un an, simplement pour pouvoir matcher un salaire un petit peu plus tard. Et utiliser voilà Xavier Tillman comme une trade d'exception humaine, hein, littéralement. Mais c'est quelque chose ils ont décidé de pas faire. Est-ce que tu penses qu'ils vont être est-ce que tu penses qu'au final ils vont être très précautionneux avec Kristaps Porzingis? Et finalement, on a vu ils sont arrivés en playoff, ils en ont quasiment pas eu besoin. Enfin, ils en ont eu besoin sur la fin, mais voilà, il a pas joué beaucoup des playoffs. Est-ce que tu penses que c'est une urgence de trouver un remplacement, ou pas un remplacement, mais une solution viable à Kristaps Porzingis quand on voit l'âge d'Al Horford? À court terme, enfin, sur la saison prochaine, je pense pas, dans le sens où, comme tu l'as dit, Boston a été dominant sans Kristaps Porzingis, même en playoff. Et je pense que Kristaps Porzingis est trop un problème, enfin, est une équation difficilement soluble pour une bonne partie des équipes NBA en playoff. Et si tu pars sur un profil entre guillemets plus traditionnel que celui de Kristaps Porzingis, tu pourrais être un peu entre guillemets plus prévisible. Donc je pense que non, Boston va jouer la sécurité avec Porzingis, lui faire louper, je sais pas, peut-être une moitié de la saison régulière. De toute façon, on a vu qu'ils étaient dominants sans, donc ils n'avaient pas besoin entre guillemets de tirer sur la corde Kristaps Porzingis pour qu'il soit prêt et pour qu'il soit en santé en playoff. Après, alors Ford, on l'avait critiqué sur la saison régulière, mais sur les playoffs, il a été bon, voire même très bon sur les finales.
potentiellement ce sera le titulaire au poste 5. Et puis comme tu l'as dit, si jamais ça se passe pas très bien, bah ils prendront Xavier Tillman, ils prendront Nima Skita, ils le mettront au poste 5. Je pense que l'effectif de Boston est entre guillemets suffisamment fort défensivement et même offensivement pour pallier le manque de Kristaps Porzingis ou pour avoir un 5e titulaire un peu moins fort que ce que ça peut être si c'est Xavier Tillman, tellement les 4 autour sont d'une qualité assez extraordinaire et sont beaucoup plus forts que le reste des 4 titulaires de toutes les équipes NBA. Oui, clairement. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Bah, d'une équipe en vert, on va passer à une autre équipe en vert. Ah, c'est Milwaukee Bucks, hein, qui est un peu l'équipe oubliée, je pense, de ces dernières semaines. Hein. On oublie que Giannis a sorti une saison monstrueuse. On n'oubliera pas dans le DH hein, que Giannis a sorti une saison monstrueuse et qui s'est blessé au mauvais moment. Même si bon, il commence à se blesser aussi pendant les... Il se blesse souvent au mauvais moment, Giannis. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est blessé vraiment au mauvais moment. Alors, cette équipe des Bucks qui avait quelques doutes, enfin, qui est arrivé qui a chamboulé littéralement son effectif enfin, juste avant le début de la saison dernière, en ajoutant Damian Lillard et qui a une campagne de playoff avec, voilà, ses joueurs majeurs blessés et au final qui a fait très très peu d'ajouts, en tout cas les ajouts qu'ils ont fait semblent fitter. On a Delon Wright qui est arrivé, qui est le meneur, enfin le guard qui peut jouer 1-2, qui est plutôt solide défensivement, mais qui reste un joueur au minimum. Hein. Donc là, ils prennent un peu le contre-pied de ce qu'ils avaient, c'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient sur le backcourt Malik Beasley, donc 0 défense, beaucoup de 3 points. Et là, ils ont un meneur plutôt connecteur qui est capable de bien défendre, de tenir la balle et qui peut potentiellement jouer avec Damian Lillard, mais qui offensivement, si ça devient une pièce majeure ou s'il occupe un rôle majeur dans cet effectif-là, pourra poser des problèmes, risque de poser des problèmes de fit offensif, tout simplement parce que il y a de plus en plus de bruit qui court, notamment autour de Brook Lopez. Brook Lopez qui pourrait être en partance, puisque c'est le seul joueur qui a une monnaie d'échange entre guillemets crédible qui pourrait intéresser quelqu'un. Qui pourrait intéresser une autre équipe qui aurait des assets à donner, ou du moins des assets terrain à proposer à ces Bucks-là. Ouais, bah, de toute façon, enfin, les Bucks, ils ont pas fait grand-chose. Ils ont fait Delon Wright, ils ont drafté AJ Johnson au premier tour, que quasiment personne connaissait. Je connais pas la draft, mais ça a fait autant jaser que Zach dit. Hein, ah oui, non, mais c'est-à-dire que AJ Johnson, il jouait en NBL, donc il jouait en Australie, il jouait quelque chose comme 6 minutes en Australie. 6 minutes par match. Donc vraiment, c'était la surprise totale. Mais comme tu l'as dit, il y a eu des rumeurs autour de Brook Lopez et Bobby Portis. Et Bobby Portis aussi, oui, effectivement. À voir. Enfin, apparemment, Milwaukee serait passé au-delà des rumeurs, c'est-à-dire que qui conserverait Brook Lopez et Bobby Portis. Mais comme tu l'as dit, Brook Lopez, en fait, ils arrivent dans une saison, on l'avait dit dans le post-mortem, mais enfin, ça avait été dit dans le post-mortem, mais qui est charnière. T'as Chris Middleton qui a une player option, Brook Lopez qui est free agent, Bobby Portis qui a une player option, Pat Connaughton qui a une player option. C'est l'été où c'est potentiellement la dernière itération de ce groupe au complet. Après, tu auras des questions d'âge pour Middleton, pour Brook Lopez. Portis pourra peut-être prétendre à un salaire plus élevé ailleurs. Donc, à voir ce qui va se passer. Même pas de Connaughton, hein, qui est finalement dans sa trentaine déjà bien entamé. Donc, de toute façon, ils étaient contraints financièrement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la marge de manœuvre qu'a pu avoir New York, ils n'avaient pas la marge de manœuvre qu'a pu faire Philadelphie. Mais est-ce que en fait on le met dans le groupe de 4, mais c'est quasiment un running back finalement, hormis quelques modifications sur le backcourt où tu remplaces effectivement Malik Beasley par Delon Wright, mais c'est quasiment un running back. Oui. On attend la re-signature bien sûr de Thanasis Antetokounmpo pour satisfaire Giannis. C'est ça. Donc voilà, c'est une équipe qui a pour l'instant très peu bougé, mais qui reste quand même dans le premier tiers, hein, le premier quart de cette conférence. Et on peut entamer sur un peu les poursuivants hein, globalement, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont bougé et d'autres qu'on attend encore. Hein, ils sont un peu inertes. Ils sont inertes. Parmi ceux qui ont bougé, Orlando qui a fait par l'équipe d'Orlando qui avait du cap space, qui est quatrième hein, de la conférence l'année dernière. Parce que quatrième, c'est les Cavs. Pardon, c'est les Cavs. Ouais, c'est les Cavs qui avaient fini quatrième.
Orlando qui finit cinquième de la conférence, mené par un bon duo Paulo Banchero, Franz Wagner, et qui a ajouté une pièce non négligeable qui allait récupérer Kentavious Caldwell-Pope, KCP, multiple champion, champion avec les Lakers, mais aussi champion avec les Denver Nuggets, qui était dans l'un des meilleurs 5 de la NBA sur les 2 dernières années, l'un des meilleurs 5 majeurs de la NBA sur les 2 dernières années, et qui finalement arrive dans un projet jeune pour donner de l'expérience et qui est un fit plutôt solide dans une équipe qui manque de tir à 3 points. Ouais. Globalement, si vous êtes un arrière des Denver Nuggets, vous finirez à Orlando. Parce que Gary Harris plus KCP, c'est Gary Harris qu'ils ont prolongé en plus. Gary Harris plus KCP. Si j'étais Christian Brown ou Peyton Watson, je ferais gaffe parce que je pense que j'ai une probabilité très élevée que je finisse à Orlando. Non, mais du coup sur Orlando, je suis satisfait dans le sens où KCP, c'était peu de gens voyaient KCP débarquer au Magic. Donc c'est un vrai coup. Le backcourt défensif Jalen Suggs, KCP est de très grande qualité. Il va leur amener un peu de volume à 3 points, même si KCP est pas non plus un énorme shooter de volume, mais par rapport à son volume de tir, c'est un gros shooter de volume à 3 points. Après, je suis un peu sceptique pour 2 points. Le premier, c'est que c'est le seul été où ils avaient du cap space, puisque dans un an, il y aura l'extension de Jalen Suggs et l'extension de Franz Wagner, et que globalement, ton cap space, tu l'as utilisé pour signer KCP, qui est une très bonne recrue, mais qui va pas combler tes pertes ou tes lacunes offensives, pour prolonger Mo Wagner, pour prolonger Goga Bitadze, pour prolonger Joe Harris, Gary Harris, pardon, et pas Joe Harris. Joe Harris, c'est un autre Harris, mais pour prolonger Gary Harris. Et en fait, je trouve que t'as pas solutionné en fait tes lacunes offensives, tes lacunes de porteur de balle. Alors après, peut-être que tu comptes sur une progression peut-être de Jalen Suggs, peut-être sur une progression encore plus, un Paulo Banchero encore plus all-around, peut-être sur une progression de Franz Wagner. Donc peut-être que ça va arriver, ça je sais pas. Il y a aussi, ils ont fait un renegotiate and extend avec Jonathan Isaac. Donc comme le moratorium est pas fait, enfin on sait pas encore combien ils le payent maintenant. Enfin cette saison, mais j'imagine qu'ils lui ont donné l'intégralité du cap space restant cet été, donc ils ont plus de cap space. On verra pour les saisons prochaines ce que ça va coûter, mais moi je trouve que en gros l'été du Magic, leur cap space c'est re-signer les joueurs, faire arriver KCP et faire un renegotiate et une extend de Jonathan Isaac. Est-ce que ce sera suffisant? Peut-être si les jeunes se développent bien, mais moi ça me laisse un tout petit peu sur ma faim. Et un autre truc que je veux souligner, c'est que on a souvent considéré OKC comme un cimetière à rookies. Là, je trouve que les rookies du côté du Magic, déjà, Anthony Black et Jet Howard, ils étaient draftés 6e, 6 et 11, il me semble, ou 6 et 13 l'an dernier. Ils vont pas jouer. Enfin, ils jouaient déjà pas l'an dernier, là, ils vont être complètement enterrés. Et en plus, ils ont fait venir Tristan da Silva, qui est un ailier de 23 ans. Donc, en termes d'enterrement de jeunes, je trouve que ça fait beaucoup. Et un autre dernier point, après, j'aurais fini mon monologue, entre guillemets, c'est que Wendell Carter Jr., Mo Wagner, Goga Bitadze, t'as 30 millions, allez, t'as 20% du cap qui est sur le pivot remplaçant, le remplaçant du titulaire et le remplaçant du remplaçant. Je me demande si ça ouvre pas la porte potentiellement à un départ potentiellement de Wendell Carter qui pourrait, dans ce cas-là, s'il venait à être disponible, intéresser plein de franchises, notamment de par sa valeur contractuelle et de son contrat dégressif. Mais je me demande si c'est pas aussi plus Jonathan Isaac a été utilisé au poste 5, notamment en playoff, avec une efficacité relative, on va dire. Je me demande s'il y en a pas un des trois qui va sauter et de facto, je me demande si c'est pas Wendell Carter qui va être potentiellement une cible pour récupérer d'autres assets. Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que ils ont 3 pivots avec des styles totalement différents. Totalement différents avec Mo Wagner qui est le pivot offensif. Ils ont Isaac qui est vraiment quand il joue au poste de pivot, le pivot totalement défensif switchy. Ils ont Wendell Carter qui lui a la possibilité, c'est le meilleur des deux mondes, qui est un défenseur plutôt solide et qui a aussi la possibilité de s'écarter de temps en temps, même s'il n'est pas considéré comme une menace. Et on a à l'intérieur de tout ça Goga Bitadze qui est le troisième pivot, mais qui peut remplacer le skill set du premier. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, ils ont vraiment une belle brochette sachant que voilà, Wendell Carter c'est quelqu'un qui a des problèmes de blessure et c'est aussi pour ça qu'il a signé un contrat aussi court, c'est qu'il a eu des problèmes
de blessure. Donc, je pense que c'est un poste qui est tellement important pour cette équipe-là. Et sachant que, voilà, on n'a même pas parlé de Banchero qui peut aussi prendre des minutes au poste 5. Donc, c'est vrai que s'il y a peut-être du dégraissage à faire, ce sera peut-être au niveau de ce poste-là. Mais aujourd'hui, tous les joueurs qui y jouent, qui peuvent postuler ou prétendre avoir des minutes à ce poste-là, ben, ils font sens. Il y a personne, au final, il y a personne qui semble être en surplus avec les 3 joueurs majeurs de l'équipe, en la personne de Suggs, Banchero et de Wagner. Mais c'est vrai que je te rejoins dans le sens où KCP c'est bien, mais ça manque un peu de peps. Après, on peut se dire que aujourd'hui, KCP, peut-être aujourd'hui KCP va jouer le rôle de KCP, mais que demain, le rôle de KCP sera joué par Suggs et KCP servira de monnaie d'échange dans un transfert pour un porteur de balle peut-être un petit peu plus dynamique. Ouais. Donc c'est vrai là ils partent avec une structure où Banchero sera le porteur de balle principal, mais c'est vrai que concrètement dans la rotation, ce qui va se passer, c'est que KCP va récupérer les minutes d'un joueur comme Markelle Fultz, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un grand, alors on aime beaucoup Markelle Fultz, mais c'est quand même très positif. Ouais. Mais à voir, parce que aussi, ça je me rends compte en regardant, mais le Magic, c'est une franchise qui a 11 joueurs qui prennent plus de 7 millions, donc plus de 5% du cap. Il faudrait aller checker, oui. Et je suis pas sûr qu'il y ait énormément d'équipes qui aient 11 joueurs à plus de 5% du cap. Donc voilà, c'est un effectif qui est très profond, même s'ils ont perdu Joe Ingles, même s'ils vont sûrement perdre Markelle Fultz. C'est un effectif qui est quand même très profond, qui est quand même rempli de, comme tu l'as dit, de skill set complémentaires. Il y a assez peu finalement d'overlap. En tout cas, offensivement, il y a assez peu d'overlap entre tous les joueurs du Magic. À voir si ce sera suffisant. Peut-être encore une fois que le Magic se dit, bah non, on croit en les capacités de développement balle en main de Jalen Suggs, on croit en les capacités de développement balle en main de Franz Wagner, et du coup, on prend un stabilisateur défensif qui est capable d'exister sans la balle et qui est capable de nous amener un peu plus de spacing en étant, une version améliorée, on va dire, de Gary Harris, quoi. Ils sont meilleurs que l'an dernier, sachant qu'ils ont quand même gardé Gary Harris, quoi. Donc en gros, c'est l'effectif de l'an dernier avec KCP qui prendrait les minutes de Markelle Fultz. C'est quand même plutôt positif. Ouais, et le rookie, je pense qu'il prend les minutes de Joe Ingles, Tristan da Silva. Ah, tu penses? C'est possible. Moi, je pense tu draftes pas un rookie de 23 ans ailier en plus pour ne pas le mettre dans la rotation. Je pense qu'il voulait un joueur qui était capable de contribuer Day One, et Tristan da Silva colle un peu à ce profil. Joe Ingles qui lui est parti à Minnesota. Voilà. On aura l'occasion d'en parler, un petit peu tout à l'heure. On continue à descendre dans la conférence et on va parler d'une des équipes qui était pivot à l'intérieur de cette intersaison, hein, tout simplement parce qu'il y avait un changement de coach qui avait été annoncé avec l'éviction de JB Bickerstaff malgré le fait d'avoir passé un tour, et on va dire le nuage de Donovan Mitchell qui planait un peu sur la tête de la franchise des Cavs. Donovan Mitchell qui a prolongé pour un joli 3+1 des familles, hein, voilà. Lui qui a perdu son éligibilité entre guillemets au Supermax, puisqu'il a été transféré après avoir débuté son contrat, son deuxième contrat, donc son extension rookie. Ce qu'il a fait, pour court-circuiter ça et pour pouvoir se rendre éligible le plus tôt possible aux 35%, c'est qu'il a pris un 2+1 qui va l'emmener tranquillement aux 10 ans d'expérience pour pouvoir après signer un contrat de 5 ans qui débutera avec la première annuité à 35% du cap. Voilà, tout simplement. Donc, il y a... alors oui, il voulait rester à Cleveland, mais la durée du contrat n'est pas du tout liée au hasard. Que penses-tu, toi, de cette signature de Donovan Mitchell? Est-ce que tu es surpris par le fait qu'il re-signe aux Cavs? Pensais-tu le voir partir ailleurs? Non, je pense que il n'y avait pas d'autre possibilité pour Donovan Mitchell que de prolonger aux Cavs. Je vois pas dans quel environnement il aurait pu être meilleur. Où il aurait pu être mieux valorisé avec une équipe qui avait potentiellement les assets pour le récupérer et qui avait, on va dire, moins de problèmes, entre guillemets. Ouais, il y avait la rumeur New York, mais finalement, avec Jalen Brunson, ça faisait pas si sens que ça. Michael Bridges plus OG Anunoby, ça fait plus sens, et finalement, en termes de salaire,
le salaire d'Anunoby plus de Michael Bridges, c'est quasiment le même salaire que Donovan Mitchell. Donc pour les Knicks, le même salaire que l'extension de Donovan Mitchell, pas le salaire de Mitchell cette année, mais ça fait plus sens pour les Knicks d'avoir ces deux joueurs-là. Pour moi, comme tu l'as dit, il y a peut-être la notion d'être éligible, d'avoir les annuités pour pouvoir être éligible au Supermax, mais pour moi, c'est un peu un espèce d'ultimatum aux Cavs en disant, je vous donne, 12 à 18 mois, parce qu'on sait que globalement, même quand tu as 2 ans de contrat, même quand tu as 2 ans de contrat, tu commences à y avoir des interrogations. Donc, ça montre que Donovan Mitchell fait quand même encore confiance au front office des Cavs. Il fait confiance à l'arrivée aussi, on n'en a pas parlé, parce qu'on n'a pas pu faire le post-mortem sur les Cavs, mais l'arrivée de Kenny Atkinson, qui, selon moi, ancre un peu conforte la position de Jarrett Allen et de Caris LeVert dans l'effectif. J'ai du mal à voir Kenny Atkinson se débarrasser de ces deux joueurs-là, sachant que c'est des joueurs qu'il a coachés du côté de Brooklyn. Après, il a été du côté des Nets, mais d'ailleurs, il a été viré parce qu'il avait mis Jarrett Allen à la place de DeAndre Jordan à l'époque. C'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau à l'époque parce que voilà, DeAndre Jordan était moins bon que Jarrett Allen. Il estimait qu'il était moins bon. Il a mis Jarrett Allen dans le starting five et il s'est fait virer, je crois, quelques jours après. Tu vois, attends. Ah oui, c'était encore Kenny Atkinson, le coach, la première année sous Kyrie. Kyrie avec KD blessé. C'est vrai que j'avais oublié ce détail-là. Non, mais toujours est-il que... en fait, les Cavs, ils ont prolongé Donovan Mitchell, puis c'est tout. C'est-à-dire que même Isaac Okoro, qui est restricted free agent, comme il n'y a pas de marché pour lui, ils l'ont pas prolongé. Donc je pense que plus les jours passent, moins le contrat d'Isaac Okoro va être élevé. Mais ils ont toujours la même problématique. En fait, eux, pour le coup, ils font un complet running back. Donc, tu n'as réglé aucun problème de complémentarité entre Evan Mobley et Jarrett Allen. Tu n'as réglé aucun problème de la défense sur les ailes sans trop perdre offensivement, ce qui est le cas avec Isaac Okoro. Donc, en fait, ils sont dans la même situation. C'est juste que Donovan Mitchell, il demandera peut-être son trade d'ici 18 mois au lieu de le demander dans 2 mois. Peut-être que ESPN laissera 1 an de répit aux Cavs. Mais dans l'état, c'est le même effectif. Après, il y a quand même 2 sujets avec ces Cavs-là, même si l'effectif est assez similaire. Il y a peut-être, tu vois, Darius Garland de l'an dernier. Alors déjà, c'est vrai que Darius Garland s'était un peu agité de par son agent en disant potentiellement que si jamais Donovan Mitchell restait sur le long terme, que lui serait peut-être potentiellement intéressé d'aller voir un petit peu ailleurs pour exprimer son talent. Et on a l'arrivée, comme tu le disais, de Kenny Atkinson, qui est un coach beaucoup plus créatif que JB Bickerstaff globalement. Et je pense que c'est le dernier recours avant de devoir changer ce top 4-là. Ouais. Comment il s'appelle? Allen, il y a eu des rumeurs comme quoi, il pourrait être intéressé, les Pelicans pourraient être intéressés par le récupérer. Ça a parlé peut-être de mettre Brandon Ingram potentiellement dans l'échange pour rééquilibrer. Moi, je trouve que ça ferait sens, même si ça semble. Je pense que si tu demandes aux fans des Pelicans, ils vont te dire que oui, Jared Allen pour Brandon Ingram et je sais pas, peut-être Max Strus, que c'est pas ouf. Et si tu dis aux fans des Cavs, Max Strus et Jared Allen contre contre Brandon Ingram, on va dire ouais, mais il prend pas de 3 points. Oui. Donc, non, mais de toute façon, mais vous savez, ça, les trades où aucune des deux fanbases n'est content, c'est souvent les trades qui finissent par se faire. Non, mais du côté, en fait, pour moi, tout le problème, c'est que si tu viens à briser cette association entre Jarrett Allen et Evan Mobley, pour moi, il faut que ça amène à un départ de Kobe Altman. C'est-à-dire que c'est son projet. Pour moi, si tu décides de dissocier le duo, tu dois dissocier l'architecte de ce projet-là. Tu dois partir sur autre chose. Et j'ai du mal à voir Kobe Altman réellement. En fait, je pense qu'il joue un peu aussi sa tête sur cette. Déjà, il l'a joué un peu l'an dernier, mais il joue encore plus sa tête sur cette saison. Et je le vois pas prêt à briser son projet ultime,
quitte à, je sais pas, prendre Brandon Ingram et en fait que ça marche pas et que du coup, il perd son job l'été prochain parce que le front office le proprio des Cavs, Dan Gilbert, n'est pas satisfait. Donc, peut-être un peu frileux dans le sens où il se dit attention, je suis peut-être à un mauvais move de perdre mon job et du coup je vais peut-être miser sur de la continuité, un nouveau coach et peut-être un Darius Garland qui va retrouver son niveau où il a été All-Star plutôt que le niveau de l'an dernier. Oui, effectivement, ça peut jouer en tout cas. Avoir un GM sous pression est souvent la recette ou le premier ingrédient d'un désastre. Hein. Ouais. Un GM qui est trop sous pression, qui risque de prendre des décisions court-termistes, puisque au final, même si on ne l'a pas mentionné, Brandon Ingram, il a un contrat, voilà, il est en dernière année de contrat, il sera en dernière année de contrat l'année prochaine, donc il y a des risques. Et financièrement, est-ce que ça va tenir d'avoir Donovan Mitchell sur le contrat sur lequel il est, Brandon Ingram potentiellement à un peu moins du max, Darius Garland sur son contrat signé à l'époque à 25% du cap, et la prolongation d'Evan Mobley, puisque voilà, hein, Scottie Barnes a déjà signé, Kate Cunningham a déjà signé. Lui, je pense que son montant va pas tarder entre guillemets à être divulgué. Il va signer. Donc oui, là le Dan Gilbert va faire peut-être que je vais vendre aussi moi. Ça fait beaucoup d'argent là. Ça fait beaucoup d'argent. Donc voilà, donc c'est vrai que ces Cavs-là vont être une équipe, mais au moins eux, ils ont un peu bougé. On va dire qu'ils ont un peu bougé en dehors du terrain, puisque voilà, globalement, la personne qui était pointée du doigt au niveau de la fanbase des Cavs, il y a Darius Garland, mais il y a eu aussi beaucoup de JB Bickerstaff. Donc peut-être que voilà, on va dire qu'ils ont retrouvé un coach qui leur permettra d'améliorer le plafond de cette équipe sans devoir tout changer. Mais c'est vrai que structurellement, il y a quelque chose qui va devoir casser, soit le duo, soit le duo d'extérieur, soit le duo d'intérieur pour avoir une équipe à son plein potentiel qui peut viser autre chose, qui peut viser potentiellement la finale de conférence. Ouais. Essayer d'être au même niveau que les 4 équipes qu'on a citées avec Boston, New York, Philadelphie et Milwaukee. C'est ça. Donc, on continue à redescendre un petit peu plus bas. Hein. On va parler du finaliste de conférence. Bien sûr. Le finaliste de conférence qui est final a été l'une des équipes qui a le mieux joué Boston, en tout cas. En tout cas à l'Est. Hein. Bon, tu me diras, c'est eux qui ont eu le moins de blessés, même si bon, Bénédicte Mathurin était blessé depuis avant les playoffs, et puis ils ont fini leur run mené par Andrew Nembhard qui a littéralement feu à mi-distance. Ah ouais. Mais voilà, c'est des séances qui ont, voilà, tu as parlé, tu avais déjà parlé lors du dernier épisode de la signature de Pascal Siakam, de la re-signature de Pascal Siakam et du fait que voilà, c'était induit dans le deal. Et finalement, ils ont re-signé eux Obi Toppin. Et ils ont perdu Jalen Smith qui lui est parti à Chicago. Donc on aura peut-être l'occasion de parler Chicago. Tout à l'heure. Chicago. Donc que penses-tu de ces signatures pour l'instant, de ce qui s'est passé du côté d'Indiana pour l'instant? Je pense que Jarras Walker, il aura toujours pas de temps de jeu la saison prochaine. Hein. Et ça m'embête un petit peu parce que c'est un pick 7 qui était encore une fois parfait pour les besoins d'Indiana et qui correspond toujours, encore une fois, je pense, dans le schéma offensif d'Indiana. Siakam, comme tu l'as dit, on va dire que avoir Pascal Siakam comme joueur au max à 30% du cap, moi, c'est quelque chose qui me pose relativement problème, on va dire un semi-problème. Mais si on prend en compte la réalité économique, Pascal Siakam est un joueur au max. Peut-être qu'avec le nouveau CBA, ils arrêteront de donner des max un peu à tort et à travers, mais dans l'état actuel, ça reste un joueur au max. Tyrese Haliburton, du coup, a eu son super max, enfin 30% du cap, son super max de deal rookie, on va dire, mais qui n'est pas le même super max. Obi Toppin, ils l'ont prolongé. C'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui a amené de la verticalité, c'est un joueur qui a été utile sur le run de playoff, qui signe à un montant relativement correct, hein, c'est moins de 10% du cap sur 4 ans, à voir s'il y a des options potentiellement sur la dernière année, mais voilà, ils ont quasiment run it back, comme tu l'as dit, ils ont perdu Jalen Smith, mais potentiellement qu'ils vont compenser peut-être en mettant
Jarvis Walker au poste 5. Ils ont ou James Wiseman, puisqu'ils ont signé James Wiseman sur 2 ans. Bien sûr. Bon. Isaiah Jackson aussi qui est encore dans cet effectif. Ouais, et qui va potentiellement, enfin qui lui aussi est éligible à une extension, donc à voir ce qui peut se passer. Ça peut être peut-être une monnaie d'échange si jamais il rentre pas pour libérer du temps de jeu potentiellement pour Jarvis Walker. Mais du côté d'Indiana, ils ont fait vous savez quoi, on va quasiment garder les mêmes. Et puis voilà, c'était les moves d'Indiana sont logiques et de toute façon à partir du moment où ils prolongeaient Siakam, ils n'étaient pas en mesure d'être particulièrement actifs. Dernière équipe de ce deuxième quatuor, hein, peut-être la plus inquiétante. Qui n'a pas été active du tout, elle, pour le coup. Ils ont signé Alec Burks. Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont signé Alec Burks. Voilà, ils se sont réveillés. Ils ont signé un énième joueur sur le backcourt. Ils ont signé Alec Burks. Donc, c'est cette fameuse équipe de Miami, hein, le Miami Heat, où il y a eu un petit peu, avant le début de la Free Agency, des bisbilles autour d'une potentielle prolongation de contrat de Jimmy Butler, qui avait la menace potentiellement du cap space des Sixers qui étaient prêts à lui faire une offre et à le prolonger. Le cap space s'est évaporé et finalement tout est retourné dans l'ordre. Il n'y a pas de nouveau contrat pour Jimmy Butler et il semble il va retourner il devrait retourner au Heat l'an dernier. Le Heat qui intersaison après intersaison a manqué Donovan Mitchell, a manqué Damian Lillard, voilà, qui a manqué ses cibles. Enfin, on leur a refusé. Les GM ont refusé de leur donner. Je leur ai dit dans le dernier épisode, c'est les GM, quand tu veux aller à Miami, non, tu n'iras pas à Miami. Non, ça suffit comme ça. C'est ça, exactement. Donc voilà, cette équipe qui se retrouve limite à devoir faire un run it back, sauf que eux ont été éliminés au premier tour et sortaient du play-in. Ouais. Encore une fois. Ouais. Est-ce que cette stratégie de run it back, elle est justifiée ou est-ce qu'ils peuvent juste rien faire d'autre? Elle est contrainte, mais c'est drôle. Les deux équipes de la conférence Ouest en disant elles ont rien fait, c'était Milwaukee et Miami. Et entre le moment où on enregistre, enfin, le moment où on a lancé l'enregistrement et le moment où on parle d'eux, Milwaukee a fait Taurean Prince, et Miami a fait Alec Burks. Donc voilà, comme ça vous apprenez en direct. Quand on a parlé de Milwaukee, on n'avait pas vu qu'ils avaient fait Taurean Prince, mais ça change pas grand-chose à ce qu'on a dit sur eux. Non, mais je pense que financièrement, en fait. Ça, on parle beaucoup des équipes qui sont dans la seconde apron et des équipes pour lesquelles c'est difficile. Il y a, du coup, les Clippers sortent un peu de ce schéma-là, mais il y a les Suns, on dit, les Suns, ils sont pas forcément d'assets, ils ont pas de pick de draft, ça va être difficile. Mais au moins, ils ont une assise avec Booker, avec KD. Là, le Heat, ils ont Jimmy Butler, mais on sait pas trop comment ça va se passer au niveau de la négociation. Il a 35 ans. Ils ont Bam. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Ils ont Rami Raquez qui est un joueur qui est très intéressant, mais qui reste encore limité et qui est un joueur sous deal rookie, donc c'est pas un joueur qui va te porter extrêmement haut. Et par contre, c'est une équipe qui est au niveau de la seconde apron, quoi. Il me semble qu'il y est déjà. Ils ont pas prolongé. Non, ils sont à 178 millions donc de salaire actif. S'ils prolongent Caleb Martin, ils y seront. Caleb Martin qui est free agent, donc qui a refusé une player option à 9 millions, donc on peut estimer que la base de son salaire, ça va être 9 millions, même si finalement 9 millions, c'est au-dessus de la room et en dessous de la full mid-level. Il y a de moins en moins d'équipes qui sont en possession, ne serait-ce que d'une full mid-level. Donc peut-être que ça va l'amener à réviser ses demandes salariales, mais ils vont être aux alentours de la seconde apron et ils vont être assez moribonds. Il y a quelques rumeurs aussi sur DeMar DeRozan, potentiellement, qui pourrait prendre du coup une taxpayer mid-level exception. Donc là, ça fait 4 millions et demi. Hormis si tu arrives à faire... Sauf que la problématique de la taxpayer mid-level, c'est que si tu l'utilises... T'es hardcapé à la seconde apron, il me semble. Voilà. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile d'intégrer DeMar DeRozan. Et même si tu intègres... Franchement, DeMar DeRozan est un bon joueur, mais dans les systèmes offensifs du Heat, j'ai du mal à voir la complémentarité avec le reste du roster, avec Tyler Hero, avec Jimmy Butler, où tu es sur énormément de mi-distance. Pour moi, ça me pose un peu problème. Ils ont re-signé Kevin Love, bravo à eux, pour 2 ans. Mais cet effectif du Heat, ils sont contraints financièrement à devoir run it back. Et parce qu'ils n'ont pas de joueurs avec une énorme valeur marchande, hormis des joueurs qui sont considérés entre guillemets comme intouchables, que ce soit Jimmy Butler ou que ce soit Bam Adebayo, mais les joueurs comme les Tyler Hero, les Terry Rozier, les Duncan Robinson, c'est des joueurs qui sont à 20, 17 et 14% du cap, donc des salaires qui sont quand même
assez élevés. Et en dessous, c'est important. c'est des salaires assez importants. Et en fait, en dessous, derrière Duncan Robinson, qui est à 14% du cap, le joueur le mieux payé, c'est Khalil Ware, qui est leur rookie pick au premier tour de cette année. Donc, il y a une vraie disparité en termes de salaire. Et comme les joueurs avec un montant très élevé ne sont pas des joueurs recherchés et ne sont pas des joueurs courtisés, ils n'ont pas de monnaie d'échange, ils n'ont pas moyen d'améliorer l'effectif. Oui, littéralement. Et puis, tu vois, il y a un joueur qu'on n'a pas mentionné, mais qui était important dans ce qu'a proposé le Heat l'an dernier, c'est Haywood Smith, Ouais. qui est sur le marché des agents libres, qui est à une position où il y a beaucoup de demandes, hein, de ce fameux ailier poste 3 de grande taille avec une envergure qui est plutôt bon défensivement et qui est capable de rentrer des tirs à 3 points. Lui aussi est sur le marché. Visiblement, c'est pas sûr qu'il puisse revenir au Heat, tout simplement parce que voilà, il y a comme tu disais là, le trio Duncan Robinson, Tyler Hero et Terry Rozier prend une beaucoup trop grande partie du cap pour le peu de diversité qu'ils arrivent à apporter en termes de profil. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, après je comprends, hein, c'est vrai que que le Heat ou les fans du Heat, même le front office peut sortir, c'est qu'ils croient en cette équipe. C'est juste que voilà, ils sont blessés. Sauf que bon, voilà, au bout d'un moment, parce que au final, quand on regarde les dernières saisons, ils font quand même 2 finales, une finale de conf. C'est pas négligeable. Ils font 2 finales, une finale de conf, c'est pas négligeable. Ils perdent 2 fois au premier tour sur les 5 dernières années. C'est quand même un beau run sur les 5 dernières années, ce qu'ils ont réussi à produire. Et quand ils arrivent de cette saison-là, Jimmy Butler se blesse au play-in. Terry Rozier, qui est arrivé pour apporter un peu de jus on-ball notamment et de pression au cercle, se blesse également. Et il se retrouve à devoir à avoir une attaque autour de Tyler Hero et de Bam Adebayo, qui sont des joueurs qui ont une sélection de tirs où les endroits où ils prennent leurs tirs beaucoup plus rentables. Et le déficit de talent qu'il y avait avec Boston aussi était criant. Le déficit de talent était criant, quoi. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui peut se dire, qui peut prendre un peu l'excuse des blessures en se disant oui, mais tu vois, on aurait pu. Même si, d'un point de vue comptable, ça fait 2 années consécutives où ils sont obligés de passer par le play-in. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est que 2022, ils sont first seed, là où 2023 et 2024, ils sont obligés de passer par le play-in. Et finalement, j'ai pas le souvenir qu'il y ait énormément de blessures sur les réguliers. Enfin, si, parce que 2023, ils se retrouvent à faire des 5 qui n'ont aucun sens. Enfin, sur la 2022-2023 en saison régulière, des 5 qui sont bricolés. Mais sur la 23-24, j'ai pas le souvenir qu'il y avait, peut-être que je me trompe, mais qu'il y avait non plus énormément de blessures du côté du 8, ou en tout cas sur les joueurs majeurs. Il me semble pas, Jimmy Butler, il a joué quoi, 60 matchs. Bon, on va dire c'est une tranche. C'est une tranche honnête pour Jimmy Butler, parce que si on regarde les dernières années, c'est limite l'année où il a le plus joué. Donc ouais, le Heat, il y a une vraie interrogation qui demeure sur cette équipe du Heat. Bam a joué 71 matchs. C'est plus sur Hero, Rozier entre guillemets où ça a moins joué. Mais ouais, c'est une équipe qui a quasiment aucune marge de manœuvre parce que tu as 3 joueurs qui ne sont pas courtisés qui prennent la moitié du salarié. Littéralement. Même si bon, Duncan Robinson, il a quand même beaucoup d'importance pour cette équipe-là puisque vu le jeu qu'il a pu développer cette saison en ajoutant ce fameux passing et ce drive à cette gravité de tir, voilà, c'est un joueur qui pourrait être courtisé malgré le montant de son contrat et ses faiblesses défensives, là où entre guillemets Tyler Hero et Terry Rozier en tant que générateur d'attaque et que option on-ball offensive, il y a peu de franchises qui iraient les chercher aujourd'hui. Ouais. En tout cas, des franchises qui jouent le haut de tableau. Un des 3, Tyler Hero, il ferait pas de mal. Par exemple. Ouais. Rien à rajouter. Bon. On continue là. On arrive dans les profondeurs là. Voilà. Déjà, on va pas dire qu'on en a fini. On va pas dire qu'on en a fini avec la conférence Est. Hein. On a explosé le compteur déjà. Ben va être content. Et là, on arrive dans les profondeurs là. Coup dur. Donc, après, on va faire plus simple. Là, je vais te laisser carte blanche. De quelle équipe tu as envie de parler par rapport
De quelle équipe tu as envie de parler dans les équipes en dessous qui ont fait quelque chose? Franchement, en vrai, alors, ouais, celle qui a fait le move le plus significatif, on va parler d'Atlanta, je pense, qui a Mhm. échangé Dejounte Oui, Murray, qui s'est séparé de Dejounte Murray. oui, Parce que finalement, oui. Chicago, on a déjà parlé avec Ben sur le trade d'Alex Caruso. Il n'y a pas énormément de choses à rajouter. Il y a la signature de Patrick Williams, Zach LaVine, personne n'en veut apparemment, même en attachant un premier tour de draft, ce qui est quand même assez triste. Et je pense que bon, Zach LaVine est un joueur très cher payé et que lui aussi, c'est l'une des victimes du nouveau CBA. Je pense que sous l'ancien CBA, il y aurait peut-être eu plus de courtisans pour lui et que là, tu te dis, bah, avec un Zach LaVine qui prend autant, tu peux difficilement construire un effectif compétitif quand il prend autant d'argent. Mais je Oui, trouve que c'est quand même très sévère oui. pour le joueur qui est Zach LaVine, même si les Bulls, enfin, first round, tu n'en veux pas. Mais non, les Hawks qui ont été tradés des gens de Temeray contre Larry Nance, Tyson Daniels et EJ Liddell du côté des Pélicans avec deux first round, il me semble. Ce qui est, j'ai vu des gens dire que c'était un retour assez moyen. Quand tu vois que les Hawks ont envoyé 3 firsts pour des gens de Temeray, que c'était considéré comme étant surpayé, ont récupéré 2 pour un joueur dont la valeur marchande a considérablement baissé en 2 ans. Je trouve que c'est plutôt un bon. Je sais pas si sa valeur a baissé en fait par rapport au montant de son extension et de son contrat. Sa valeur n'a pas tant baissé que ça, même si son niveau de jeu n'a pas augmenté. Je Ah, trouve. je trouve que bon, en tout cas, la réputation sportive de Dejounte Murray est quand même bien moins élevée que la dernière saison à San Antonio où Oui, il était quand même oui, c'est vrai, c'est considéré vrai. comme un gros porteur de balle, un joueur très solide sur le backcourt. Mais non, après au niveau des Hawks, c'est difficile de savoir ce qui a été fait. Ils ont drafté Zachary Rizaché avec le first round aussi, enfin avec le first pick à la draft 2024. Pour moi, quand je vois Clint Capella, quand je vois Onyeka Okongwu et quand je vois Larry Nance sur le poste de pivot, ça va forcément entraîner au départ d'un des deux. Je pense que Clint Capella, qui en plus est free agent l'été prochain, va être sujet à un départ. Après, peut-être que les Hawks se disent, bah, on va garder Clint Capella parce que finalement, comme il est free agent l'été prochain, bah, ça nous fera un salaire entre guillemets à barrer sur la saison prochaine Mhm, de notre payroll. Mais ouais, moi je me pose mhm. des questions de cet effectif des Hawks. Quel est la prochaine étape du côté des Hawks? Est-ce que c'est un trade de Clint Capella? Est-ce que c'est un trade de Trae Young? Je pense pas puisque les Spurs ont fait Chris Paul. Alors là, si t'as Trae Young et Chris Paul dans le même effectif, ce serait quand même Oui. assez rigolo. Mais franchement, j'ai du mal à voir quelle est la directive du côté d'Atlanta, où ça se dirige, parce que certes, tu as récupéré 2 pics de draft pour Dejounte Murray, mais le retour sportif, le retour terrain, même si Dyson Daniels est un jeune intéressant, le retour terrain est quand même extrêmement faible. Moi, ce qui me manque un peu avec cette équipe-là, c'est la baisse la perte de talent, la fuite de talent sur les 3 dernières années, hein. Quand on voit Kevin Huerter qui est parti en échange de Justin Holiday, de Mo Harkless d'un premier tour Qu'ils qui n'ont n'est pas pas eu. encore, dont ils n'ont pas encore pu Ouais. bénéficier. On a ensuite l'an dernier John Collins qui est parti dans un échange où voilà, ils ont rien reçu, je crois, à part peut-être le contrat de Rudy Gay ou quelque chose comme ça, qu'ils ont reçu en échange de John Collins, mais qui n'a pas été remplacé d'un point de vue talent. Alors oui, il y a eu l'éclosion de Jalen Johnson, mais le joueur, par exemple, Jalen Johnson, il était remplaçant quand il y avait John Collins, mais il est passé titulaire ou quasi, sauf que le joueur dont il a, le joueur qui le remplace lui est de moins bonne Ouais. facture, littéralement. Et ensuite, là, ils perdent des jeunes téméraires. Alors oui, euh, le fit de Dyson Daniel avec Trae, théoriquement, ça fonctionne, même si je pense que il sera pas défendu. Mm. Littéralement, Dyson Daniel, il sera pas défendu. C'est pas une menace offensive, en tout cas pour l'instant pas. Après, c'est vrai il y a la promesse de la défense qui était disparue avec des jeunes Témoré, puisque des jeunes Témoré, c'était un joueur qui arrivait à être solide quand il devait défendre le poste 1, mais à partir du moment où il défendait le poste 2, c'était beaucoup plus compliqué pour lui, puisque c'est un joueur qui se sert du fait d'être long et de sa longueur, mais une fois qu'il a plus cet avantage-là, il est beaucoup plus en difficulté. Mm. Ce qui n'aura pas avec Jason Daniels et Larry Nance, voilà, qui sont des role players, mine de rien, quand on regarde d'un point de vue talent. Ils perdent encore une fois le trade de loin. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que le talent qui compte, parfois il y a le fit, mais le talent compte quand même un peu. Ce qui me manque, c'est vraiment cette fuite de talent
prouver année après année du côté des Hawks pour faire un peu de la place aux jeunes talents qui n'ont pas encore prouvé justement. Donc on est dans cet entre-deux limite de cette double timeline, hein, entre guillemets, hein, de cette double timeline avec un Trae Young signé avec l'extension rookie au max avec la Rose Rule, donc qui prend 30% du cap, et à côté de ça, beaucoup de joueurs qui sont sous contrat rookie qui vont devoir prouver, quoi. Tu vois, les Buffkin, les Zaché, les Jalen Johnson, voilà, et Okongu qui vient tout juste de sortir de ça. Tu vois, le projet, t'as l'impression que si tu prends une frise chronologique, il y a plus de sens, en fait, dans cette équipe-là. Et j'ai l'impression qu'ils sont à une saison de devoir faire le choix de soit partir sur la jeunesse, ou soit de décourter la timeline et de se rapprocher un peu plus de celle de Triomphe. Oui, bah, de toute façon, la raison de pourquoi il y a une fuite en avant des talents, pourquoi ils ont récupéré Larry Nance qui est free agent aussi l'été prochain, l'argent, la luxury tax, hein, faut pas non plus chercher midi à 14h. Hein. C'est-à-dire que pour moi, s'ils gardent Trae Young, en fait, ils vont garder, potentiellement, ils peuvent garder Capella et Larry Nance en disant ils sont free agent et du coup, leur salaire va combler, enfin, leur perte salariale va permettre de suppléer l'extension de Jalen Johnson, qui va qui va avoir une extension à un montant très élevé. Donc peut-être qu'en fait, ils gardent Trae Young, Jalen Johnson, DeAndre Hunter, Bogdan Bogdanovic et Rizaché. Et du coup, ils auront un banc qui sera catastrophique. Mais moi, ça me pose problème. Après, on va pas non plus trop s'étaler sur l'eau, parce qu'on a déjà fait très long comme épisode. Mais ok, défensivement, Dyson Daniels, ça va être mieux que Dejounte Murray, mais déjà que Trae Young faisait pas mal d'héliocentrisme, là, le porteur de balle secondaire, ça va être Bogdan Bogdanovic. Parce que Rizaché, moi, c'est pas un profil déjà sur lequel je suis hyper fan, c'est pas un profil sur lequel que tu peux bâtir ta franchise, et même dans leur main, je pense que c'est quelqu'un qui va énormément souffrir. Je pense pas qu'il aura un apport aussi positif que ça dès son premier match. Même moins qu'Alexa, par exemple, pour comparer les deux Français. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment cette crainte du porteur de balle secondaire derrière Triangle où c'est extrêmement faible. Extrêmement faible. Après, ce qui peut être intéressant, c'est voilà que, enfin, ça semble être un joueur Isaché un peu un joueur qui peut, un joueur métamorphe, quoi, qui fait ce dont l'équipe peut potentiellement avoir besoin et il peut avoir, je trouve, hein, avoir un duo intéressant, développer duo intéressant avec Jalen Johnson, quoi, littéralement à l'aile, avec un porteur de balle comme Trae Young, ça, je vois la théorie. Ouais, je vois la théorie aussi. Je vois où il peut s'entrer, voilà. Je vois la théorie, mais c'est vraiment cette optique voilà, du porteur de balle. Faudra prouver. Ouais. Oui. Faudra prouver. Moi, dernière équipe dont j'ai bien envie de parler, enfin dont j'ai envie de parler un petit peu, c'est Charlotte. Charlotte qui, pour l'instant, n'a pas fait grand-chose, mais qui a quand même, entre guillemets, qui est en reconstruction. Il y a pas mal de questions autour de la Melo Ball. Charlotte qui a récupéré Charles Lee, qui a aussi récupéré dans son staff Kemba Walker et qui a récupéré Josh Green dans le cadre du sign and trade de Klay Thompson. C'est pour le sign and trade pour Klay, hein, qui récupère Josh Green, oui, pour faire de la place pour Klay Thompson. Donc c'est une équipe qui arrive à faire à récupérer un joueur intéressant. Alors c'est vrai que c'est une équipe qui est assez surchargée hein, au niveau des joueurs j'allais dire des joueurs de petite taille, sur le bas court. Parce que finalement, c'est des joueurs sur le bas court qui sont plutôt grands, sur le bas court, et qui sont en train de rajeunir l'effectif petit à petit, en rajoutant des touches intéressantes. Mais c'est vrai que ça montre vraiment une conférence Est qui est cassée en, on va dire, 2-3 groupes, quoi. On a ceux qui jouent le titre, ou du moins ceux qui visent des finales de conférence. Ceux qui essaient de jouer l'avantage du terrain, qui ont les moyens d'y arriver et dont le plafond est potentiellement la finale de conférence, si tout va bien, le meilleur scénario, et ceux qui sont nulle part. C'est-à-dire que parce qu'il y a une grande partie de la conférence qui aujourd'hui est en reconstruction. Si on prend par exemple
les Wizards, on peut prendre Détroit, on peut prendre les Nets maintenant qui se décident à reconstruire vu qu'ils ont récupéré certains de leurs pics de draft. Chicago qui se sépare des vétérans sans pic de draft, mais qui se sépare des vétérans. Ouais. Et on a entre deux Toronto qui vient tout juste de commencer sa reconstruction, mais qui finalement a déjà engagé des sommes assez colossales, on va dire, sur Scottie Barnes et aussi sur Emmanuel Quickley. Ouais. Donc voilà, on a une conférence qui est assez disparate, assez cassée. Et on se dit que ça va pas être difficile pour le top 10 de se détacher, quoi. En fait, à partir du moment où tu voudras jouer un petit peu, ce sera facile ce sera facile entre guillemets d'aller au play-in sauf surprise et sauf blessure, vu le peu d'équipes qui vont vraiment jouer. Ouais, en fait, c'est la 9e et la 10e place. Déjà que l'an dernier, à l'Est, c'était pas fabuleux, mais alors ça va être encore pire cette année, la 9e et la 10e place. Parce que, comme on l'a dit, le top 8, c'est les 8 équipes qu'on a parlé jusqu'à Miami. Après, c'est extrêmement ouvert. Comme tu l'as dit, on sait pas trop ce qui va être fait. Après, Charlotte, moi j'aime bien le peu d'intersaison qui a été fait à Charlotte. Ils ont récupéré Tidjane Salin aussi, encore un autre Français avec le pick 6. Josh Green, moi je trouve que c'est un joueur intéressant à mettre dans les systèmes de Charlotte, à voir comment Charles Lee va pouvoir agencer tout ça. Mais encore une fois, je pense que Charlotte, ça peut être l'équipe qui peut, entre guillemets, surprendre, dans le sens où lorsque la Melo Ball était en santé, c'est une équipe qui a fait le play-in 2 fois. Alors oui, on peut critiquer la manière dont ils ont joué au play-in, mais dont ils sont fait sortir du play-in. Mais c'est une équipe qui a joué le play-in 2 fois. Et ouais, moi je trouve que la Melo Ball, Brandon Miller, Josh Green, peut-être Tidjane Salin, Mark Williams quand il est en santé, à voir ce qu'ils font avec Miles Bridges. Il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des blessures, mais si jamais l'effectif parvient à rester en santé, ce que je ne crois pas trop, surtout pour Mark Williams, tu peux être un tout petit peu au-dessus de toutes les équipes qu'on a citées, comme Washington, Détroit, Brooklyn, Toronto. On a fait le tour globalement, Constant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un tout petit truc quand même sur les Nets, très rapidement, puisqu'on a parlé du trade de Michael Bridges du côté dans le prisme des Knicks, mais pas dans le prisme des Nets. Les Nets qui sont passés en l'espace de 5 minutes à l'une des franchises avec l'avenir le plus morose à une franchise qui revient avec un avenir relativement sain, puisque non seulement ils ont tradé Michael Bridges, mais en plus ils ont tradé une partie des picks qu'ils avaient récupérés via le trade de Kevin Durant des Suns pour récupérer leur pick à eux du côté de Houston, c'est-à-dire que le pick 2025 des Nets leur revient et le pick 2026 leur revient aussi. Donc ils vont pouvoir tanker sereinement pendant 2 années. Quand on sait qu'il y a Cooper Flagg potentiellement qui s'annonce comme le gros prospect de la QV NBA Draft 2025 et qui a globalement la QV 2025 tout en haut est bien plus élevée en théorie que ce que ne l'est la 2024. Donc voilà, ils vont pouvoir tanker tranquillement, ils vont pouvoir offrir une extension à Cam Thomas, une grosse extension à Cam Thomas qui va pouvoir nous faire une Jordan Poole, c'est-à-dire prendre tous les tirs avec un pourcentage de réussite catastrophique. Ils n'ont pas fini, je pense, leur marchand, leur vide-grenier, j'ai envie de dire, puisque Dorian Finney-Smith va bouger, peut-être Cam Johnson. Après, le 100 sur 4 à Nick Claxton, moi, me laisse un peu dubitatif quand même. Pour une équipe en reconstruction, pour un pivot aussi limité et aussi irrégulier que Nick Claxton, à voir, je pense qu'il y aura des bonus, je pense qu'il y aura une option, on verra à la fin du moratorium. M'étonnerait que ce soit un contrat sec comme ça. Ouais, ça reste tradable, mais... Ça reste tradable. Moi, je trouve que c'est quand même... Il y a beaucoup d'équipes, au final, il y a beaucoup d'équipes qui cherchent un pivot. Ouais. Les Nets... Mais est-ce que ça... Potentiellement, les Pelicans, ils n'ont pas de pivot du tout, sous contrat, à part Yves Missy. Ouais. Je sais pas. Moi, après, il peut pas être échangé avant le 15 décembre. Donc, les Pélicans auront peut-être trouvé leur intérieur titulaire avant le 15 décembre. Donc, moi, ça me laisse assez dubitatif dans le sens où est-ce qu'une équipe va vraiment engager 15% de son cap sur Nick Claxton en estimant que ça peut être un pivot titulaire dans une équipe compétitive? Moi, j'ai un doute sur la capacité de Claxton à être titulaire dans une équipe réellement compétitive. Si voilà, il a eu des grosses minutes sous Kyrie et KD lorsque les Nets étaient relativement compétitifs, on va dire, mais qui étaient dans un effectif archi optimisé offensivement autour de 2 stars, voire même 3 stars, qui étaient ultra porteurs de balles. Donc, ça me laisse un point d'interrogation.
Ok. Bah oui, bon. C'est assez d'accord avec toi, mais en tout cas, on peut saluer le fait qu'ils décident enfin de pivoter, de Mm. reprendre leur avenir entre leurs mains pour faire ce qu'ils ont à faire, et tout en gardant, en se gardant l'option du cap space, puisqu'au final, ils n'ont pas ingéré de gros contrats, donc ils pourraient avoir une belle enveloppe en plus d'un pic de draft juteux, pardon, après la draft 2025. Ouais, sachant qu'il n'y aura plus le contrat de Monsieur Benjamin Simmons, qui sera enfin sorti des boucles. Tu penses qu'il va pas être prolongé? Ah, d'accord. Non, je pense pas, je pense pas. Attention, hein. De toute façon, moi, je ne dis plus jamais, jamais. En NBA, il y a trop de trucs qui me surprennent ces derniers temps pour que je sois plus jamais. Mais bon, après, on va encore avoir la théorie. Ben Simmons, il va jouer 10 matchs au mois d'octobre. On va faire, oh, quel fluidificateur quand il est sur le terrain, c'est vraiment bien. Puis il va se blesser, quoi. On connaît. Euh, c'est triste pour Ben Simmons en tout cas, puis on rappelle que c'est un ancien All-NBA, quand Hmm. même, Ben Simmons. Ouais. Voilà. Et ben, nous, on va se quitter, on va revenir très vite avec la conférence Ouest. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, X, YouTube, enfin les plateformes de podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où vous pouvez nous écouter. On vous rappelle d'aller voter ce dimanche, c'est très important, allez voter ce dimanche. Et nous, on revient très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et ben, on se dit à bientôt. Salut! Salut!